Le truc qu'il faut vraiment débloquer mentalement, c'est arrêter de se dire que tu vas saouler les gens. Mais moi, je me dis que si tu organises ta première conférence tout seul, il faut pas que tu te mettes la pression sur le côté technique. Déjà, fais un bon contenu, apporte de la valeur aux gens, essaye de ramener du monde à ta conférence et déjà, ce sera très bien, tu vois. Les gens, ils viennent pas comme ça, ils tombent pas du ciel, tu vas les chercher par message, quoi. Pendant les 2 semaines, c'était 5 posts LinkedIn par semaine, plus des stories Insta. Et c'était genre le matin même que j'ai vraiment continué à vendre des places parce que je voulais qu'elles soient pleines. Il y a un truc complètement sous-estimé, c'est le réseau dormant. Réactive ton premier cercle. Au lieu de vouloir taper 10 fois à 10 endroits différents, tape 10 fois au même endroit. Avant de commencer, je voulais te partager un outil qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur indépendant. Time. J'ai toujours détesté l'administratif et je perdais un temps fou à faire mes devis, faire mes factures, les stocker, les envoyer. Depuis plusieurs mois, j'utilise Time, qui est le logiciel de facturation gratuit le mieux noté du marché. Ça me prend littéralement 30 secondes de créer une facture officielle, ils ont un compte pro pour les indépendants et des outils intégrés avec les experts comptables. Bref, j'aurais bien aimé le connaître plus tôt dans mon parcours d'indépendant, c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec Time, qui est mon partenaire sur cet épisode, et de vous le partager. Si vous êtes freelance ou entrepreneur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Concrètement, ça veut dire qu'il y a leur logo qui s'affiche en bas de l'écran pendant l'épisode. Je mets aussi leur lien en description pour celles et ceux qui veulent gagner des heures sur leur devis et leurs factures. Salut Julia, bienvenue. Salut Mathieu, merci. Trop content de te recevoir sur Bonne Réputation. Ouais, c'est super content d'être là. C'est un podcast qui parle de personal branding et tu es une pro du personal branding aussi, donc c'est cool d'avoir une petite discussion entre experts, c'est pas tout le temps. Moi d'ailleurs j'ai une conviction relative au personal branding, c'est que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et quand je dis prendre le pouvoir, c'est prendre le pouvoir avant tout sur soi-même, sur ses propres peurs. Et je suis aussi convaincu, plus j'accompagne des gens d'ailleurs sur le sujet, et puis j'interviewe des gens sur le sujet, je suis convaincu que tout le monde a un truc à dire, tout le monde a un message à faire passer. Et toi, t'as 23 ans, on en a parlé juste avant, donc on a le droit de parler d'âge, mais je trouve que c'est important de le dire, t'as 23 ans, tu prends la parole, et j'ai noté ambition pour inspirer les femmes à oser et les ambitieux à réaliser leurs rêves. Et tu prends la parole sur plusieurs leviers, sur les réseaux comme LinkedIn par exemple, dans ton podcast Julia Wonders, et aussi en tant que conférencière. Et ça, j'ai trouvé ça ouf, parce que j'avoue que c'est déjà balèze de prendre la parole sur plusieurs formats. Je sais que c'est beaucoup de taf, mais notamment les conférences, là j'avoue que ça vient toucher un truc chez moi, ça vient toucher forcément des croyances limitantes, des peurs, etc. Parce que c'est vrai moi, je me suis toujours dit que c'était réservé à des gens plus âgés, entre guillemets, dans le sens où quand t'es jeune, t'as pas encore vécu assez de trucs pour avoir des trucs à dire, tu vois. Et c'est une croyance que j'ai, et je pense qui est partagée par pas mal de monde. Et en même temps, la prise de parole en public, prendre la parole en public, c'est un truc qui m'attire. Je sais que ça attire aussi beaucoup de monde. Et c'est un levier non négligeable dans la crédibilité professionnelle, tu vois. On en parlera, mais je pense qu'avoir marqué conférencier ou conférencière sur son profil LinkedIn, ça pète, quoi, ça claque. Donc il y a un truc de crédibilité derrière, et je me suis dit que si toi tu l'avais fait, si jeune, t'as lancé ta première conférence à 21 ans, je crois, t'avais dû affronter certaines peurs et capter certains trucs qui peuvent aider, aider les auditrices, auditeurs à se lancer, à prendre la parole en public, à essayer de rayonner. Et voilà, et ça fait partie du personal branding aussi. Et donc ma question... fil rouge, c'est vraiment comment faire pour devenir conférencière, en tout cas pour se lancer en conférence, pour prendre la parole en public. Et en plus, toi, tu l'as fait très jeune. Mais avant, je vais te laisser te présenter, toi, et ce que tu fais. Ouais, alors je m'appelle Julia Cantaradiou, j'ai 23 ans comme tu l'as dit. Donc je suis conférencière, oui, je suis aussi coach en personal branding. Donc je travaille avec Nina Ramen au sein de Ramène ta fraise. Donc on aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn pour être plus visibles, pour avoir plus d'opportunités, plus de clients, plus de crédibilité. Et en effet, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Julia Wonders, où j'interviewe des personnes inspirantes sur leur parcours et quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi-même à prendre en confiance, de rencontrer des personnes qui étaient plus expérimentées et qui m'ont aussi donné ma chance souvent, parce que le podcast, c'est aussi des opportunités que tu as grâce aux rencontres. Donc voilà un peu mon activité. Et la petite spécificité, c'est que je suis encore étudiante. Je termine les cours dans 3 mois. Donc j'ai entrepris tout ça en parallèle de mes études. J'ai commencé en parallèle de mes études, et l'année dernière, j'ai pris 1 an de césure pour vraiment avoir le temps de développer ça. Et là, cette année, je fais ma dernière année en alternance, donc je jongle un peu avec tout ça. Donc, c'est pas toujours évident de jongler entre ces activités, mais j'essaye de faire de mon mieux.
Il y en a qui prennent une césure pour faire le tour du monde. Ouais, Toi, c'est pour entreprendre, quoi. C'est pour bosser. Et franchement, waouh, bravo. Et j'avais même pas réalisé que tu étais encore étudiante. C'est quoi? C'est des études de quoi en parallèle? Je fais une école de commerce. Ok. C'est où? C'est à Paris? L'école à la base, elle s'appelle Grenoble École de Management. Ok. Donc le campus, mes à premières Grenoble. années, elles étaient à Grenoble, mais maintenant je suis sur le campus de Paris, ouais. Sinon, Trop ce cool. serait très compliqué pour mes activités aussi Ouais, de j'avoue, pas être j'avoue. sur place. Ouais, donc t'habites Paris et tu seras diplômé du coup de GEM Ouais, exactement. en fin d'année. Ok, ouais, enfin, incroyable. Tu sais, on oublie, enfin, moi je te vois sur LinkedIn dans ta communication, conférences, etc. J'avais pas du tout. D'ailleurs, ça, c'est un truc que tu mets en avant ou pas? Mon que tu sois âge étudiante. Très peu, non. Ouais, En fait, parce non, que- non, parce que au début, j'avais beaucoup le truc de me dire, en fait, si je suis étudiante, ça va me décrédibiliser. Ouais, c'est Parce ça que que je les me gens ils demandais. vont se dire que en fait si t'es étudiant ça veut dire que t'es pas encore expert dans un domaine, etc. Alors qu'aujourd'hui je trouve que la génération elle montre vraiment que Ouais. tu peux devenir expert dans un sujet en te formant sur internet, en prenant des formations en ligne. Tu vois, je pense par exemple à Elliot Meunier, en fait des profils comme ça qui entreprennent à partir de 17 ans, qui vendent des formations, ils cassent un peu les codes du fait que le diplôme te garantit ta légitimité. Et moi c'est pas un état d'esprit que j'avais avant, donc c'est vrai que je communiquais pas du tout sur le fait que je sois étudiante parce que j'avais totalement peur que ça me desserve. Et en fait, maintenant que j'ai construit quand même quelque chose en termes de crédibilité, j'assume de dire que je suis étudiante parce que j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, un petit peu fait mes preuves et que maintenant, c'est plus un argument qui joue en ma faveur de me dire Ouais. ah oui, tu fais ça et en plus, t'es étudiante. Mais c'est vrai qu'au début, non, c'était pas sur ça que je comptais pour vendre des conférences ou pour me mettre en avant. Ouais, non, c'est cool. C'est cool que tu dises ça parce que moi, ça remonte un peu maintenant, mais il y a une dizaine d'années, quand j'étais étudiant, je faisais tout pour le cacher, quoi. Surtout dans les premiers jobs et tout, les premiers. Enfin, tu veux pas dire que t'as fait un stage? Non, j'étais assistant Ouais, manager, je c'est sais pas quoi. Et, non, ok, c'est très cool. Est-ce qu'on peut faire, puisque t'es aussi une pro de, enfin, tu communiques pas mal, est-ce qu'on peut démarrer juste en faisant une petite photographie de ton audience aujourd'hui? T'es sur quel levier, sur quel canot? Et combien il y a de personnes à peu près qui te suivent? Ouais, bien sûr. Du coup, je suis principalement sur LinkedIn. Donc là, je suis suivie par à peu près 16 000 personnes sur LinkedIn. Ça fait 3 ans que je communique dessus. Je suis un tout petit peu sur Instagram, mais c'est plutôt pour le kiff, donc je dois avoir 1500 personnes. Et mon podcast, je l'ai depuis 3 ans. Et là, le podcast, c'est plutôt un truc que je fais pour le kiff, donc j'ai aucune ambition de performance sur le podcast, donc j'ai environ 10 000 écoutes, je crois. Et voilà un petit peu pour le panorama de ce que je fais. Trop cool. Et il y a les. Enfin, je sais pas comment on quantifie ça, mais les conférences, c'est presque un levier aussi. Ah oui, ou c'est vrai, oui, oui. Ou c'est. Les conférences, je dois être On va en à parler, mais- 1 ou 2 conférences par mois, je pense, Ok. en gros. Et il y a combien de personnes à peu près maintenant dans les conférences que tu organises? Tout dépend. Là, par exemple, la semaine dernière, je donnais une conférence, il y avait 350 personnes. Quand j'organise des conférences moi-même, c'est des conférences dans un comedy club. Du coup, c'est un petit comité, il y a 30 personnes. Donc voilà, ça va entre 30 et 300, on va dire. Ok, ouais, c'est déjà très très bien. C'est déjà impressionnant en tout cas, être sur scène avec 30 ou 300 d'ailleurs. Je sais même pas s'il y a une différence, tu le diras, mais quoi qu'il arrive, ça Je fout une dirais petite que pression quand même. 30, tu vois les gens. Ouais. 300, tu les vois pas. Donc Ouais, c'est ok. limite plus récent, mais... Et ok. Et justement, pour basculer sur la conférence, c'est marrant d'ailleurs. Du coup, t'en as pas parlé comme un canal. C'est plutôt quelque chose qui vient. J'imagine, Oui. tu en communiques. Enfin, en fait, ça vient s'installer sur tous tes canaux. Ça vient faire partie de ta marque personnelle. Je voulais un peu comprendre quelle est la place de tes conférences. T'as dit que ton podcast est pour le kiff. Sur ton activité, en fait, dans ta vie professionnelle, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose tu te rémunères? Ouais. Est-ce que tu comptes en vivre? Ouais, en fait, les conférences, au même titre que le podcast, pour moi, c'est avant tout un kiff. Et j'ai jamais conçu les conférences comme un tunnel. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir conférenciers aussi parce que, bien sûr, que quand tu prends la parole sur ton expertise devant un public qui est hyper qualifié, derrière, tu peux vendre tes programmes, tes formations, tes accompagnements. Et c'est une très bonne motivation Ouais. pour donner des conférences. Moi, c'était pas mon approche. Moi, j'ai commencé en tant que passionnée parce que pendant 2 ans, quand j'étais étudiante là, dans mon école de commerce, j'organisais le TEDxGEM. Ok, trop Donc bien. mon rôle en fait c'était de sélectionner les speakers TEDx qui allaient présenter. Et en fait c'est là où vraiment je me suis dit que j'adorais les conférences et que j'avais envie d'en faire. Sauf que en fait moi je voyais les conférenciers qui donnaient des conférences. Pour moi c'était vraiment des pointures, c'était des champions du monde, c'était des entrepreneurs qui avaient déjà accompli beaucoup de choses. Et j'avais une grosse barrière mentale parce que je me disais que j'avais rien à voir avec eux. Mais donc c'est un autre sujet. Mais en gros pour te dire que c'était bénévole en fait. Ouais.
ce côté conférence. Et j'ai pas eu cette approche de me dire, en fait, je veux monétiser ou quoi. C'est plutôt déjà de me dire comment je peux en donner. Et j'avais ce doux rêve, tu vois, qu'un jour je puisse en vivre ou que je puisse gagner de l'argent avec ça. Mais au départ, c'était quand même juste, en fait, j'aime être sur scène depuis que je suis petite, j'adorais faire des spectacles de danse, etc. Et en fait, je sais que je prends beaucoup de plaisir à faire ça, donc j'ai envie d'en faire. Et petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des personnes, notamment via mon podcast, qui vivaient de ça. Okay. Et là, j'ai eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, attends, tu peux être payé pour parler, quoi. C'était une immense révélation. Parce que, notamment, je voyais des speakers TEDx qui faisaient ça de façon bénévole. Et dans ma tête, c'était pas un métier d'être conférencier professionnel, tu vois. Donc, ça a changé pas mal de choses dans mes croyances, en fait, dans ton champ des possibles. Et petit à petit, c'est sûr que ça m'a amené aussi des opportunités. Le fait de changer de mindset, ça te débloque aussi des choses. Et du coup, j'ai commencé à donner des conférences rémunérées. Aujourd'hui, pas toutes les conférences que je donne sont rémunérées. Tu vois, là, par exemple, la conférence que je donnais il y a une semaine devant 350 personnes, c'était pas rémunéré parce que c'est une fille qui est passionnée qui organise ça. C'est un truc hyper engagé, un peu associatif et tout. Et moi, je kiffe aussi d'être dans des grandes salles, donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que je donne aussi des conférences qui sont rémunérées selon les occasions, les contextes. Et voilà, je crois que ça répond à la question. Et en plus, ça m'amène plein d'autres questions, du coup. Mais ok, tu t'es lancé pour le kiff. T'as découvert que ça pouvait être rémunéré. Ouais. Tu fais des conférences rémunérées, et ton ambition, du coup, par rapport à ça, c'est quoi ? Parce que tu as dit que les gens pouvaient faire des conférences parce qu'ils savent derrière qu'ils vont vendre un programme, un truc de coaching, j'en sais rien. Et toi, là, tu fais des conférences rémunérées, mais a priori, la rémunération, c'est le fait de participer à la conférence ou tu as quand même des trucs à vendre derrière ? Enfin, vous pouvez comprendre un peu quelle a été l'ambition de ça ? Non, j'ai pas forcément grand-chose à vendre derrière. Là, après, maintenant, je suis plus avec Ramène ta fraise, donc forcément, si le fait que je participe à une conférence, ça peut faire découvrir notre programme, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on fait des ventes. Peut-être que demain, ce sera un nouveau canal d'acquisition, ce serait cool. Et c'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place avec Nina. Okay. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et tu me disais, c'est quoi mon ambition ? En fait, à un moment dans ma vie, j'ai cru que je voulais en vivre. J'ai cru que je voulais faire que ça. Et en fait, plus j'ai parlé avec des conférenciers professionnels, plus j'ai compris aussi ce que ça implique de faire que ça. Plus je me suis rendu compte que c'était pas pour moi de faire que ça, parce qu'en fait, j'aime trop faire plusieurs activités et je me lasse très vite de quelque chose. Et en fait, être conférencier professionnel, il faut quand même se projeter. Ça veut quand même dire que peut-être 7 ou 8 fois par semaine, tu vas donner les mêmes conférences, tu vas parler, etc. Okay. Et t'as un peu un monofocus quand même. Et moi, j'adore en fait donner des conférences, mais en même temps avoir des stratégies business, en même temps coacher des gens en one-one et tout. En fait, je pense que c'est le fait d'avoir plusieurs types d'activités comme ça qui m'épanouit. Et du coup, voilà, mon but, c'est plus d'être conférencière à temps plein, mais c'est en fait que ça fasse partie de mon quotidien, mais qu'à côté, j'ai plein d'autres choses qui me nourrissent, tu vois. Ouais, ok. Et tu parlais justement des sujets monofocus. Toi, aujourd'hui, quand tu donnes des conférences, c'est sur quel sujet ? Ouais, et aujourd'hui... C'est toujours la même, tu vois, enfin, je me demandais si c'était... Comment tu fonctionnes ? Non, c'est jamais la même. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel je peux travailler. Ouais, ça pourrait être toujours la même. D'ailleurs, il y a plein de conférenciers professionnels, ils ont une conférence signature. Exactement. En fait, je pense que c'est aussi parce que je suis dans mes débuts et que aussi je cherche exactement ma patte. Mais quand tu vois les conférenciers professionnels, souvent ils ont une conférence signature. Par exemple, des Michael Aguilar, etc., des Virginie Delalande, ils ont une conférence signature. Et là, ils pourraient faire la même conférence 50 fois, tu vois, en un mois. Et être payés là-dessus parce qu'ils ont énormément travaillé ça, il y a une mise en scène, etc. Moi, c'est pas mon cas, aussi parce que je pense que je me lasse beaucoup de répéter la même chose. Et donc, en fait, je pense que j'aurais plus la même passion, tu vois, si je passais mon temps à répéter les mêmes choses, etc. Donc non, en fait, là, selon les contextes dans lesquels j'interviens, c'est des sujets assez différents. Tu vois, on était avec Stello il y a quelques mois, par exemple, sur la santé mentale. Là, je donnais une conférence, celle devant 350 personnes, c'était beaucoup sur personal branding, mais sur un angle, justement, osez briller, osez vous rendre visible. J'ai mes conférences Osez réaliser vos rêves, donc là, c'est un peu plus développement personnel. Donc voilà, en fait, au début, je me suis cherchée, je pense, les 2 premières années, où j'avais plusieurs sujets de passion, et je me disais un peu sur quoi j'ai envie de plus mettre l'accent. Et là, en fait, maintenant qu'avec Nina, on a plus une stratégie pour la suite, là, je pense que je vais vraiment plus mettre l'accent sur le côté personal branding et côté entrepreneuriat féminin, tu vois. Donc, soit table ronde sur l'entrepreneuriat, en gros, les thématiques spécifiques, enfin, les problématiques spécifiques que tu rencontres quand tu es une femme entrepreneur qui veut prendre la parole et qui veut trouver des clients. Donc, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, problème d'inspiration, problème de légitimité, problème de technique aussi. Donc, vraiment, comment tu fais pour que ça t'amène des clients. Voilà, je pense que c'est sur ça que la suite sera, parce que aussi, c'est logique dans le parcours. Tu vois, là, ça fait 2 ans que je m'intéresse au personal branding, que j'ai accompagné pas mal de personnes.
Et maintenant, c'est cool de transmettre ça, pas que en coaching, mais aussi en conférence. Ouais. Et si on revient, du coup, toi, ça s'est passé comment ? T'as dit que t'avais eu le déclic en découvrant qu'il y avait des gens qui pouvaient vivre de ça. Ouais. Mais pour toi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'es arrivé de j'aide bénévolement TEDx Grenoble à mettre en place des conférences. Je fais quand même mon podcast, donc je prends un peu la parole. Et comment t'en es arrivé à donner ta première conférence, tu vois ? Comment ça s'est passé ? Et ben en fait, c'est grâce au réseau parce que c'est trop drôle en plus parce que ma première conférence, là, celle dont tu parlais, c'est quand j'avais 21 ans. En fait, c'était un gars avec qui j'avais parlé sur LinkedIn. On en reparlera tout à l'heure, mais l'importance du réseau dans une stratégie de personal branding. Et en fait, je m'étais juste intéressée à lui, tu vois, on s'était connectés, j'avais vu qu'il était de Toulon, donc moi j'ai grandi à Nice, donc c'était à côté. Okay. Je commence à m'intéresser à lui, etc. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Et lui, il me dit qu'il est en pleine reconversion pro. Et en fait, à un moment, là où je l'ai connu, il avait un poste. Et quelques mois plus tard, il était en train de devenir référent pour une université pour le programme entrepreneur. Et du coup, il me contacte en me disant Julia, je vois ce que tu postes sur LinkedIn, etc. Est-ce que tu aimerais intervenir ? Enfin, je dois faire un programme pour les étudiants entrepreneurs. Est-ce que ça te plairait de parler de ton parcours et d'intervenir ? Et donc, c'est ça ma première conférence. Et ensuite, du coup, ça m'a donné un peu le... En fait, souvent, c'est pas moi qui suis allée chercher les opportunités, c'est aussi des gens qui m'ont appelé pour faire des conférences, soit parce que ils ont vu ce que je disais sur les réseaux sociaux, soit parce que quelqu'un de mon réseau m'a recommandé. Donc ça, c'était un premier truc. Deuxième chose, c'est que à un moment, une femme de mon réseau aussi que j'ai rencontrée au tout début de mon podcast me propose d'aller à une soirée au Sénat. Donc déjà, truc de fou, parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais faire au Sénat ? Donc au début, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Je me sens pas du tout à ma place. Tu vois, j'ai pas les codes. Tu sais, les fourchettes, les couteaux, les 3 barres de couvert et tout. Donc voilà, je me sens pas vraiment dans mon milieu d'appartenance, mais c'est pas grave, donc j'y vais quand même. Et en fait, c'est une soirée quand même pour parler de la jeunesse. C'est la création d'un think tank pour la jeunesse. Et il y a plein d'intervenants qui parlent, etc. Et à la fin de la soirée, ils disent, OK, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle qui veulent prendre la parole ? Et moi, j'ai envie d'y aller, mais j'ai super peur. Et il y a ma mentor, celle qui m'a dit, qui m'a invitée à cette soirée, qui me dit vas-y Julia, vas-y, rate pas une opportunité comme ça de prendre la parole. Et donc du coup, j'y vais, je suis toute tremblante et tout. Et je prends la parole genre 2 minutes, tu vois, c'est hyper rapide. Mais je parle vraiment avec le cœur, tu vois, parce que le sujet de la soirée, c'était quand même les jeunes et les associations. Donc en gros, quelles sont les problématiques des jeunes ? Et moi, du coup, je parle beaucoup de quête de sens, de l'importance de se faire accompagner, d'avoir des mentors quand t'es jeune et tout. Et en fait, dans la salle, il y a le président d'une association qui entend ce que je dis et qui est touché parce que c'est exactement ce que lui fait avec son association. Et du coup, à la fin de la conférence, à la fin de cet événement au Sénat, il me dit est-ce que tu aimerais donner des conférences pour nos jeunes Et ça, c'était des conférences aussi rémunérées. Et du coup, j'étais vas-y, go. Et j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec Samuel Durand. J'étais le bras, lui, il est conférencier professionnel, pas à temps plein parce que le gros de son métier, c'est quand même de faire des documentaires. Ouais. Mais ensuite, en fait, il a la moitié de son année où il fait le documentaire et l'autre moitié où il donne des conférences sur le documentaire. En entreprise. En entreprise, ouais. Lui, c'est vraiment full entreprise. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec lui en étant son bras droit. Et Samuel aussi m'a un petit peu lancé, il m'a donné quelques conférences sur lesquelles lui il n'était pas dispo, il n'avait plus envie ou il avait juste envie de m'aider à me lancer, donc il m'avait donné quelques conférences comme ça. Et en fait voilà, c'est un peu un enchaînement de petites choses, de réseaux très différents que j'avais qui à chaque fois m'amenaient une opportunité, mais c'est jamais moi qui ai prospecté une boîte pour donner des conférences, même si ça serait sûrement allé beaucoup plus vite si j'étais allée comme ça, mais j'avais pas encore la maturité ni des sujets sur lesquels je voulais intervenir, ni la confiance en moi pour le faire. Et donc du coup, ce qui m'a vraiment aidée à me lancer, c'est en fait des gens me disent vas-y, viens prendre la parole, je sais que tu as quelque chose d'intéressant à dire sur ce sujet. Et c'est ça qui m'a donné l'élan. Tu vois, j'ai un peu une confiance en moi par procuration parce que d'autres gens voyaient en moi un potentiel. Pas parce que moi, j'avais confiance en moi. Parce que tu l'as prise quand même aussi, la parole. Sur d'autres... Enfin, t'as osé aller sur scène au Sénat, mais avant, t'as pris la parole sur LinkedIn, t'as pris la parole sur... En fait, t'as commencé à prendre... C'est pas venu non plus parce que t'avais pas rien fait, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. En fait, c'est quand même tout à ton honneur d'avoir pris la parole sur LinkedIn, d'avoir lancé un podcast. Et donc, du coup, après, t'as saisi aussi les perches qu'on t'a lancées. Ouais. Mais j'entends que ça aurait peut-être été plus compliqué, en tout cas peut-être les gens auraient pas fait la démarche si t'avais pas été visible. Été visible ou t'avais pris la parole nulle part, quoi. Ouais, exactement. En fait, je trouve que le personal branding, le fait de prendre la parole sur LinkedIn, c'est une bonne vitrine de, en fait, qu'est-ce que t'as dans le ventre, qu'est-ce que t'as à raconter d'intéressant. Et du coup, si tu oses partager ce que t'as envie de dire,
qui t'intéresse, etc., ça va toucher d'autres personnes vont remarquer ce que tu fais, et si ça les intéresse, elles vont te donner aussi la parole, tu vois. Nous, c'est aussi ce qu'on voit chez nos clientes, quand elles prennent la parole sur des sujets, même si leur but au départ c'est de trouver des clients, par exemple, souvent ça arrive qu'on leur dise viens donner une conférence sur ce sujet, qu'on les invite dans des clubs d'affaires pour donner des conférences, etc. Donc parfois donner des TEDx aussi, tu vois. Ouais. Donc je pense que en effet ça a été un pilier essentiel de commencer par prendre la parole pour qu'on me la donne en conférence. Et aujourd'hui, du coup, parce que là, j'ai vu que là, tu remplissais carrément, t'étais sold out sur quelques conférences, etc. Sur tes dernières, il me semble. En fait, aujourd'hui, du coup, là, c'est du rémunéré. Là, d'après ce que je comprends, c'est plus forcément des gens qui viennent te dire, viens prendre la parole. C'est aussi toi qui crée le truc, quoi, qui a l'initiative de... comment tu fais pour organiser une conférence rémunérée Ouais, c'est très simple. Comment on s'y prend, quoi. Ouais, en vrai, j'en sais rien, tu vois. Ouais. En fait, c'est très simple. Il y a 1 an, j'ai découvert un endroit que j'ai adoré. C'est comme un comedy club. Et donc, c'est un bar. Et en fait, au sous-sol, il y a une salle de spectacle. Okay. Et du coup, quand je suis entrée dans cet endroit, ça s'appelle Les Spectacles. Okay. Et quand je suis arrivée dans cet endroit, tu vois, c'était il y a tout pile 1 an. Je me baladais vers Bercy, c'est là-bas, juste en face de l'Agora Arena. Ok. C'est une symbolique importante. Ouais, un jour, tu rempliras la salle. Ouais, exactement. À chaque fois, quoi. on me dit, Julia, dans 10 ans, c'est le trottoir d'en face. Et ouais, ça fait longtemps que je pensais à organiser ma propre conférence, tu vois, parce que j'aimais bien le fait de pouvoir être totalement autonome sur le sujet sur lequel tu allais intervenir. J'aimais bien aussi le challenge personnel de me dire, ok, tu sais quoi, si tu fais une conférence demain, combien il y a de gens qui vont vraiment venir payer une place, mais c'est ça qui fait etc. trop peur. Ouais, c'est ça. Oui, j'avais trop peur qu'il y ait personne, en fait, à ma conférence. Super, ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, challenge, j'organise ma première conférence. Et en fait, c'est très facile. Tu me disais comment, en fait, tu loues une salle de spectacle. Ouais. Ensuite, tu crées une billetterie sur Eventbrite. Ouais. Donc, tu organises ton événement. Tu mets un prix, ça c'est assez dur. Enfin, c'est pas que c'est dur, mais il faut accepter de mettre un prix sur ce que tu fais. Tu peux aussi la faire gratuitement. Dans ce cas-là, tu acceptes que ton événement, il n'est pas rentable. Mais donc, tu peux te dire, vas-y, je mets 500 € pour louer la salle. Et c'est juste un challenge pour moi, ou tu peux mettre un petit prix à ton événement, et ensuite tu remplis l'événement sur LinkedIn. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, je fais des posts à fond pour remplir l'événement. Mais ma première conférence, j'avais pris un sponsor. En fait, c'était une boîte qui m'avait proposé de faire un post LinkedIn sponsorisé, et j'avais pas forcément envie de faire un post sponsorisé à ce moment-là. Et je leur ai dit, vous savez quoi, moi j'organise cette conférence, est-ce que vous voudrez pas plutôt être sponsor ? Au final, vous aurez quand même votre nom sur LinkedIn parce que je vais faire plein de posts pour communiquer, mais symboliquement, pour moi, c'est beaucoup plus important que ce soit pour cette conférence. Et du coup, eux, ils te payaient les frais de la salle, c'est ça ? Vous aviez un accord ? Ok. Ouais, c'est ça. Ok, super malin d'avoir fait comme ça. Encore une fois, t'aurais pas communiqué sur LinkedIn avant, t'aurais pas eu le sponsor, et donc d'où l'importance d'avoir un truc. Tu l'aurais fait quand même. Je l'aurais fait quand même parce qu'en fait, mon modèle aurait pu marcher quand même. J'aurais peut-être juste pas pris de presta vidéo, ou j'aurais pas pris de photographe ou quoi, mais ça a marché quand même. D'ailleurs, les autres conférences, j'avais pas de sponsor et c'était un peu autofinancé. Donc en gros, je faisais en sorte que l'argent de la billetterie finance la location de la salle. Ok. Et des prestas, du coup, là, tu les as filmés, c'est ça ? Filmés et photographiés certaines ? Ouais, c'est ça. Filmer et photographier. Et en fait, c'est juste ça, organiser une conférence. En fait, dans la tête des gens, ça paraît hyper difficile, tu vois, techniquement. Parce que après, ça dépend aussi quel degré d'ambition tu as pour ta première conférence. C'est sûr que si tu veux organiser une première conférence dans une salle de spectacle, en mode grand, etc., tu as tout un côté son, lumière, mise en scène. Mais moi, je me dis que si tu organises ta première conférence tout seul, il faut pas que tu te mettes la pression sur le côté technique. Déjà, fais un bon contenu, apporte de la valeur aux gens, essaye de ramener du monde à ta conférence, et déjà, ce sera très bien, tu vois. Il faut limite enlever tout ce qui est contrainte un peu technique. Et en tout cas, moi, c'est comme ça, avec ce mindset-là, que je suis arrivée. Et je me dis, tu sais quoi, mon premier objectif, c'est déjà de ramener les gens dans cette salle, tu vois, que je parle pas toute seule. Et donc, comment, alors justement, juste en termes d'étapes, comment tu t'y prends ? C'est-à-dire que tu vends la conférence avant de l'avoir créée. J'entends, parce que ça doit être du taf, non, de préparer quand même la conférence en elle-même. Faut écrire, c'est de l'écriture, Est-ce que tu trouves une idée, tu vas essayer de communiquer dessus, et si c'est rempli, tu la crées, tu taffes le truc, ou est-ce que non, t'as passé quand même du temps à trouver un sujet, t'as bossé le truc, tu tentes, et si jamais ça floppe, quoi. Ouais, moi c'était vraiment, en fait, d'abord tu la vends, et ensuite tu la crées, tu vois. Mais un peu comme... Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais quoi, avant de créer toute ta formation en ligne, d'abord tu crées une landing page, ensuite tu vois s'il y a des gens qui l'achètent, et ensuite tu vas créer le contenu. Mais tu vas pas créer du contenu d'abord, parce qu'en plus ça sert à rien. Enfin voilà. Donc moi, le seul truc que j'ai fait, c'est en fait de trouver le titre de la conférence, et
quelques mots pour la décrire. Tu vois, il fallait quand même que sur Eventbrite, il y ait une description, etc. Donc voilà, j'ai créé la landing page de la conférence, j'ai mis les places en vente et je me suis dit, bon, ok, on va voir. Et ensuite, seulement, je me suis posée sur qu'est-ce que je vais raconter dedans. Mais c'est précieux que tu dises ça. C'est assez contre-intuitif, de faire ça. C'est précieux que tu dises ça, je pense que c'est important. C'est une démarche de reverse marketing qui est très, très vraie dans les formations. Enfin, c'est le MVP aussi sur des boîtes de produits qui testent avant de construire. Et du coup, mais alors ok, tu dis post LinkedIn, mais comment on fait, enfin, comment tu fais? Il y a une recette pour remplir une conférence? Moi, c'était vraiment genre en parler tous les jours. Le truc genre que je quand me même, suis dit... ok, tous les jours. Ouais, en fait, ça c'est vraiment le cas où tu organises une conférence tout seul, on s'entend. Ouais. Si t'as envie de te fixer le challenge, pas si tu vas donner une conférence dans une école ou une boîte ou quoi, vraiment si tu l'organises tout seul. Moi, je me suis dit, ok, de toute façon, c'était 30... Après, j'avais que 30 places à remplir, tu vois. Et je me suis dit, ok. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien, mais en vrai, c'est faisable, tu vois. Je pense qu'on en est... En vrai, je pense vraiment qu'on en est tous capables si on mobilise nos réseaux et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, tous les jours, tu vas faire une communication, soit sur LinkedIn, soit sur Insta. Ok. Et tous les jours. Genre, c'est. Ouais, ok. Non, je pense pas que je l'ai fait tous les jours, mais en tout cas, peut-être 5 posts par jour, 5 posts par semaine, pardon. Et après. En fait. Et pendant combien de temps? Je dis ça aussi pour les auditrices, auditeurs, pour se rendre compte aussi que c'est du taf. Enfin, c'est pas juste. Parce que moi, j'ai déjà des gens qui me disent j'ai fait organiser un événement, puis j'ai fait un post, puis ça n'a pas marché. Ouais. En fait, là aussi, la question, elle n'est pas que pour moi, c'est aussi pour se rendre compte un peu du taf qu'il y a derrière dans vendre et remplir, faire venir des gens qui se déplacent et qui payent. Ça rend du taf. C'est vrai que pour même 30 personnes, moi, en plus, c'était la première que j'ai de ce format-là et tout. Donc, les autres se sont vendus beaucoup plus vite, mais les premières, vraiment, pendant un mois, j'ai annoncé la conférence, je crois, 1 mois ou 2 semaines avant, je sais plus. Me connaissant, c'était plutôt 2 semaines avant. Et ensuite, pendant les 2 semaines, c'était, je pense que 5 posts LinkedIn par semaine, plus des stories Insta, plus beaucoup de messages privés, ça marche hyper bien aussi. Pas se contenter que les gens arrivent, mais aussi parler à ton réseau, leur écrire des messages en mode « Coucou, j'organise ça, etc. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et en fait, moi, le truc qu'il faut vraiment débloquer mentalement pour vraiment bien communiquer, c'est arrêter de se dire que tu vas saouler les gens. Parce que moi, ma plus grosse peur de beaucoup communiquer, c'est de me dire « Ah, mais si j'en parle tout le temps, je vais trop les saouler, etc. » Il faut se dire, les gens, ils sont bombardés de contenu. Et en fait, même si ça les intéresse, tu vois, la friction que c'est d'aller sur la page, d'arrêter ce que tu es en train de faire, de sortir ta carte bleue, mettre ton code, parfois Eventbrite, il faut se créer un compte, etc. Que, en fait, si la personne est intéressée, il faut quand même lui rappeler plusieurs fois. Et si elle n'avait pas vraiment vu, il faut plusieurs tentatives pour que la personne voit vraiment ton post. Et en fait, moi, ce qui m'a débloqué, c'était une fille qui était coach business. Et en fait, elle parlait de ses offres tous les jours. Mais la fille, elle se vendait. Et elle disait, elle partageait des témoignages clients et tout. Elle disait, regardez à quel point c'est ouf ce que je fais et tout. Et en fait, elle avait tellement confiance en elle. Et en fait, je me disais aussi, moi, je vois tous les jours ses stories, mais ça me dérange pas, tu vois. Et au contraire, je comprends que c'est la condition pour que ça marche, tu vois, d'en parler tous les jours. Et du coup, je me suis mise à faire ça, et jusqu'au dernier jour, j'étais pas full, et c'était genre le matin même que j'ai vraiment continué à vendre des places parce que je voulais qu'elles soient pleines, et donc du coup le matin même je continuais à faire des stories, je continuais à écrire des messages, etc. et t'es pleine. Et après, ce qui est cool, c'est que quand tu fais le même format, donc du coup quand t'as une conf un peu signature, là j'avais beaucoup de recommandations, donc il y a beaucoup de gens qui parlaient après à leurs potes et ils leur disaient oh vas-y c'est trop cool, etc. Il y a des gens qui en ont fait des posts LinkedIn parce qu'ils avaient adoré et tout, des stories sur Insta et tout ça. J'avais fait une liste d'attente, donc les gens quand ils faisaient un post LinkedIn, ils partageaient la liste d'attente, etc. Donc après ça se remplissait beaucoup plus facilement. Ok, celle-là, tu l'as faite plusieurs fois. Ouais, ensuite, je l'ai fait 5 fois celle-ci, et ça se remplit beaucoup plus facilement maintenant. Alors que j'ai augmenté le prix, avant elle était à 10 €, maintenant elle est à 30, et ça se remplit quand même beaucoup plus facilement. Ah mais c'est super, ok, donc déjà c'est un super truc de dire tu peux faire plusieurs fois une conférence de suite, et au contraire avec le bouche à oreille, ça, comme un spectacle, ça, exactement. Si les gens ont kiffé, ça se remplit. Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment un bon comparatif, et moi j'avais peur au contraire de me dire si c'est la même, les gens ils vont pas revenir parce que je l'ai déjà faite, mais non, justement, en fait il faut itérer, et ça c'est Nina qui m'a vraiment appris ça. En fait, Nina elle m'a dit mais Julia, t'as un truc, tu bombardes ce truc, et elle me disait au lieu de vouloir taper 10 fois à 10 endroits différents, tape 10 fois au même endroit, tu vois. Et ça m'a vachement marqué cette métaphore, et je me suis dit mais en fait elle a raison, il faut que cette conférence là soit ma conférence signature, en tout cas sur ce format de conférence que j'organise seule, et c'est comme ça que en effet ça a marché, tu vois. C'est quoi le titre de la conférence signature? Elle s'appelle Osez réaliser vos rêves. Et autre leçon super intéressante, c'est qu'on croit que
quelqu'un qui a peut-être déjà une belle audience, c'est bon, il va faire 3 posts, ça marche. Non. En fait, ce que tu dis, c'est que pendant 2 semaines à un mois, un post par jour dessus, tu fais aussi des stories. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu vas... Enfin, les gens, ils viennent pas comme ça, ils tombent pas du ciel, tu vas les chercher par message, quoi. Ouais. Comment tu fais? Mais tu t'adresses à qui par message? Tu t'adresses à des gens qui ont... Juste pour comprendre un peu, là, on rentre un peu dans le détail, mais tu vas pas chercher des inconnus, tu vas chercher des gens qui ont interagi avec toi sur tes posts. J'ai commencé par mon premier réseau, en fait. Tu commences par tes potes, tu commences par des assos dont je fais partie. Je commençais par mes clientes, tu vois, leur proposer. Déjà, quand on parle sur Insta, tu vois un peu qui a un intérêt. En fait, qui a montré un intérêt aussi sur la conférence quand tu l'as lancée. Ces gens-là, tu vas leur dire « Ah, au fait, tu m'as dit que ça t'intéressait, est-ce que ça te dit de venir, etc. » Donc, c'est ce réseau-là, j'ai pas prospecté pour la conférence, tu vois. Ah ok, non mais quand même. Mais ouais, c'était un ami qui l'avait lancé avant moi, qui avait fait un truc comme ça avant moi, qui m'avait dit franchement, ne néglige pas ton réseau physique, parce que c'est justement dans ce genre de contexte que tu vois l'importance de ton vrai réseau, tu vois. C'est aussi ton vrai réseau à toi qui t'aide à remplir les premières, et après, c'est le second cercle, le côté recommandation, le côté LinkedIn, qui va t'aider à remplir plus. Premier cercle, second cercle, non mais ok, super intéressant que tu dises ça. Donc derrière une com LinkedIn, il y a du corps à corps, quoi. Oui, et c'est il faut aller chercher, mais j'aime bien cet état d'esprit aussi où c'est parfois même, c'est comme ça aussi dans les ventes de formation et tout ça, il faut aller chercher les clients avec les dents, quoi. Faut y aller, quoi. Oui, c'est ça. En fait, parfois on a l'impression que dans l'inbound tout vient sans rien faire, mais non, en fait il y a des actions derrière, et l'important c'est de coupler les deux, tu vois. Si tu faisais que du message privé, je pense que ça marcherait pas, parce qu'il faut aussi une com publique pour que les gens soient exposés, et en même temps si tu fais que des posts en t'attendant à ce que ça arrive tout cuit, je pense que c'est pas efficace non plus, c'est trop passif, je pense, tu vois. Ouais. Ah ok, non mais c'est bien de l'entendre, parce que de l'extérieur, en fait, ça c'est le truc qui se voit pas. Ouais. Et je pense que ça fait toute la diff, en fait. Oui. Toi, tu voulais ta conférence, t'étais ultra motivé, t'es allé aussi chercher les gens, et du coup, et pour le coup, en message privé, t'avais pas l'impression de saouler, pas peur de saouler? Après, j'ai pas forcé non plus, tu vois, parce que c'est pas dans ma personnalité. Donc, j'envoyais un message aux gens qui ont montré un intérêt. J'ai partagé dans les groupes WhatsApp que je trouvais pertinent le fait que je lançais ça. J'en ai parlé à quelques potes qui voulaient me soutenir, des mentors que j'avais et tout. J'ai certains potes qui ont partagé en story l'événement, et parfois sans que je demande, tu vois, juste parce que ça leur faisait plaisir de m'aider. Mais voilà, c'est pas non plus du forcing, tu vois. Bien sûr. Et du coup, sur le sujet, donc oser réaliser vos rêves, c'est ça? Ouais. Comment on sait, enfin, ça, là, je viens sur les peurs, tu vois. Comment on sait qu'on a un truc intéressant à raconter, quoi? Quand est-ce que c'est le bon moment pour se lancer, tu vois? En fait, tu sais pas avant de la faire si ça va plaire aux gens. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi, surtout, je pense que dans beaucoup de domaines, tu vois, toi, demain, si tu lances une conférence, tu lanceras sûrement une conférence sur le personal branding. Ou pas? Je sais pas. Ouais, c'est possible. Okay. Ça dépend de l'objectif. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'était pas dans un objectif business. Donc, je l'ai fait juste pour dépasser des peurs, etc. Donc, je me suis dit, quel est le sujet sur lequel je m'intéresse énormément, sur lequel je consomme des formations, je peux consommer du contenu, en fait, sur lequel je peux en parler pendant des heures parce que j'adore ça. Et donc, moi, c'est tout ce qui est un peu développement personnel. Et donc, je me suis dit, je vais un peu retranscrire dans la conf ce que j'ai appris. Et là, franchement, je pouvais pas savoir à l'avance si vraiment ça allait marcher. Moi, ma plus grosse peur, c'était de dire des choses tellement banales et tellement évidentes que les gens me disent, mais en fait, qui c'est pas ça, tu vois. Donc vraiment, c'était ma grosse peur. Et en fait, là, il faut vraiment accepter de se confronter au marché, et de se confronter aux gens qui sont dans la salle et d'écouter leur retour. Et est-ce qu'ils te disent, oui, ça m'a vraiment appris des choses, j'avais jamais vu les choses de cette manière, etc. Ou est-ce qu'ils te disent, non, c'est du réchauffer ton truc, tu vois. Et moi, du coup, j'ai attendu les premiers retours. Et les premiers retours étaient hyper positifs. Il y a des gens qui m'ont dit, attends, mais je suis fan de dev perso, mais j'avais jamais fait ces exercices-là, ou j'avais jamais vu des choses comme ça. Mais par contre, je pense que si tu donnes une conférence sur un truc qui est ton expertise, la question, elle se pose pas de est-ce que c'est intéressant, parce qu'il y a déjà des gens qui te payent pour cette expertise. Donc en fait, la conférence, c'est juste un autre format pour délivrer ton expertise, mais tu vois, t'es déjà légitime et tu sais que tu connais les problématiques de tes clients, ça aide aussi, parce que vu que tu as fait de l'accompagnement, tu sais exactement, en général, qu'est-ce qui bloque, quelles sont les croyances, quelles sont les erreurs fréquentes, etc. Et donc du coup, ta conférence, c'est un peu un condensé de toute ton expertise. Donc il y a moins de syndrome d'imposteur. Sur le truc de l'expertise, t'as raison, mais non, mais c'est marrant. Moi, je pense que si je fais une conférence, je ferais pas là-dessus. J'aurais trop envie d'explorer, de faire un truc autre que le boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Ou un peu plus, ou qui est lié au boulot, mais avec un peu plus de hauteur. J'aime bien aussi le dev perso, j'aime bien aussi le sport. Enfin, il y a plein de sujets où je prends pas la part. D'ailleurs, c'est peut-être une barrière, hein, mais plein de sujets que je m'autorise pas, où je pense même pas en parler sur les réseaux, sur LinkedIn, sur les trucs, et où en fait, peut-être que ça peut être sympa aussi, quoi. Parce que parfois, voilà. On est trop sérieux, je trouve. Ouais, et puis je pense que ça montre aussi une autre facette de toi, tu vois.
moi maintenant j'assume vraiment ce côté très dev perso et du coup je pense que mon audience aussi est là-dedans et ça se voit aussi dans les clients de Ramen Tafray, c'est aussi des filles qui sont beaucoup coach, beaucoup dans le milieu de dev perso et tout et finalement je trouve que c'est pas mal d'assumer vraiment ta d'autres casquettes. Il faut après que ce soit choisi, tu vas choisir quelle casquette parce qu'en effet on peut pas parler de toutes nos passions, ça c'est sûr, sinon on devient on perd notre cohérence. Mais c'est vrai qu'il y a quelques choses qui sont stratégiques de dire. Par exemple, Hugo Benz, il adore le paddle et il parle énormément du paddle. Et tu vois, ça n'a rien à voir avec le business. Mais finalement, ça devient une partie de sa marque personnelle de kiffer le paddle et le business et de créer plein de boîtes qui font 1 million. Enfin, tu vois, c'est un tout. Donc, je trouve ça cool et ça lui permet aussi de connecter sur d'autres choses que en fait, son activité à lui, tu vois. Ouais. Bah oui, sinon, ouais, ça donne un peu d'air. Non, ça, c'est clair. Et du coup, tu disais, ouais, t'avais peur que ce soit trop évident. Enfin, ça, c'était ta peur. Que tu dises des trucs, en fait, ok, j'ai rien appris aux gens, ça va pas les intéresser, ou alors c'est déjà vu, etc. Et est-ce que cette peur est toujours là ? Enfin, elle est là, ou aujourd'hui, t'as plus peur ou... Franchement, de moins en moins, parce que déjà, cette conférence, maintenant, ça fait 5 fois, donc j'ai toujours des retours hyper positifs, etc. Donc maintenant, j'ai vraiment confiance sur celle-ci. Et après, sur les autres, aussi parce que je donne de plus en plus de conférences sur le personal branding, je connais bien les problématiques de nos clientes, je connais bien leurs peurs, je connais bien ce qui les aide. Et plus tu as fait de l'accompagnement et plus en conférence tu peux être pertinent aussi parce que en fait, plus tu as une connaissance de ton client, tu vois, c'est un peu comme du marketing. Plus tu connais ton client, plus tu vas faire un bon marketing parce que tu vas pile toucher ce qui, eux, leur parle et ce qui leur cause problème. En conférence, c'est pareil, tu vois. Et pourquoi les gens, alors en conférence ou pour la prise de parole en public, je sais pas, c'est quoi le top 3 des trucs pour lesquels les gens s'autocensurent, quoi. Ils se lancent pas... Faut quand même se rappeler déjà que la prise de parole en public, c'est une des plus grosses peurs au monde. Je crois que les gens ont plus peur... Enfin, vraiment, c'est une des plus grosses peurs. Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est que ça effraie le côté prise de parole en public. Je pense que tu as peut-être aussi beaucoup d'autocensure sur le contenu, tu vois. Sur, en fait, est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire ? Et en fait, c'est exactement le même blocage que tu retrouves sur LinkedIn, tu vois. Moi, il y a plein de femmes qui me disent, en fait, qu'est-ce que moi j'ai d'intéressant à dire ? Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à apporter de nouveau, etc. Donc, voilà, je pense que tu as ça. Et puis, tu as peut-être aussi un blocage peut-être juste concret, tu vois, sur comment on fait. En fait... la méconnaissance de comment ça se passe pour le faire. Je pense que c'est ça aussi les gros blocages, c'est comment on s'y prend. Mais de toute façon, je pense que le comment, c'est jamais vraiment un problème. Quand t'as envie de le faire et quand t'as dépassé une peur, genre au niveau mindset, et que tu te dis, je pense que j'ai quelque chose à apporter, après tu dépasses le comment, tu vas demander à des gens, tu regardes sur Internet, etc. Je pense que les vraies peurs, c'est syndrome de l'imposteur, c'est en fait avoir peur d'être complètement ridicule devant une audience, tu vois, de dire n'importe quoi, de perdre tes moyens, etc. Je pense que c'est ça les plus gros freins des gens. Ouais, et ouais, merci de partager les peurs. Moi, je pense que si je pense à moi, il y a ce truc du... C'est pas tellement prendre la parole, mais ce truc du contenu. Je pense qu'il y a toujours un peu ce truc, mais en fait, est-ce que je dis vraiment un truc intéressant, tu vois ? Je pense qu'il y a ce truc-là. Mais tu sais, ça c'est aussi le syndrome de l'expert. En fait, c'est que parfois, t'es tellement dans ta évident, bulle. C'est tellement évident pour toi que t'as l'impression que c'est évident pour tout le monde. Alors qu'en fait, dès que tu sors de ta bulle, déjà, les gens, tu leur dis personal branding, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Si tu sors de LinkedIn. Et donc, en fait, tout communication professionnelle. C'est ça. Parfois, je galère à expliquer. Hein. Ouais. Alors que tout ce qui est évident pour toi ne l'est pas du tout pour les autres. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment débloqué à donner des conférences et de me dire, attends, Julia, tout ce qui est évident pour toi dans le développement personnel l'est pas du tout pour quelqu'un d'autre qui n'a pas fait peut-être autant de chemin. Et du coup, c'est pareil pour ton expertise. Et c'est pareil quand tu prends la parole sur LinkedIn, toi, tu as l'impression que toi, tu suis que des experts comme toi, donc tu as l'impression que tout le monde a le même niveau de conscience, alors qu'en fait, les personnes à qui tu t'adresses, tes clients, eux, ils sont au niveau bébé de ton expertise. Et donc, du coup, même si tu vois d'autres gens qui sont plus experts que toi, en fait, toi, pour la personne que tu veux servir, tu es déjà hyper haut et tu as déjà énormément de valeur à lui apporter, tu vois. Et donc, faut remettre aussi ça en compte dans la balance. Et si tu as peur de donner une conférence, dis-toi, voilà, regarde, un client, quand il vient me voir, il considère que moi, j'ai l'expertise et j'ai beaucoup à lui apporter. Et en conférence, c'est exactement la même chose, mais juste, tu as un public en face de toi et tu n'as pas juste une personne, tu vois. Et toi, c'est quoi le truc sur lequel tu as plus galéré, du coup ? Sur tout le process de... je pense que c'est mon syndrome de l'imposteur qui me colle au basket, tu vois, et qui me saoulait. Ça, et je pense que c'est aussi de doser mes activités, tu vois. Enfin, c'est un peu, vu que je faisais pas que des conférences, c'est un peu à chaque fois comment tu doses plusieurs trucs en même temps
Donc d'avoir et le podcast, et les conférences, et le coaching, et les cours, et nanana. Je pense que c'est ça qui était le plus difficile à gérer, tu vois. Parce qu'en plus, les conférences, c'est un truc physique. Parfois, c'était pas dans la même ville, donc t'avais des déplacements, etc. T'as la préparation, enfin... Voilà, t'as plein de trucs qui s'enchaînent. Et moi, je pense que ce qui a été le plus dur à gérer, c'est le côté trop plein parfois, genre tête qui explose et... Okay. Et même si tu fais un truc qui te passionne, parfois j'ai l'impression d'être un peu en surchauffe, tu vois, de faire trop de choses en même temps, tu vois. Ouais. Donc devoir un peu calmer, dire non aussi, ça, c'est un truc qui est difficile pour moi. Ouais, parce que du coup, juste en termes de com, quand tu communiques sur une conférence, et donc c'est quand même une fois par jour, du coup, tu communiques en parallèle sur d'autres trucs, ou non, c'est vraiment un focus... Par exemple, c'est une prochaine conférence, elle est dans 2 semaines, et du coup, tu vas pas du tout communiquer sur tes activités autres. En fait, c'est pas la plupart des conférences que je donne, c'est conférences que j'organise seule. Donc, quand j'ai ces conférences-là, oui, j'essaye d'être un peu à fond sur ça. Quoique, si je vois que ça s'est déjà rempli, je m'en fous et je parle d'autre chose. Mais en fait, en général, quand je donne des conférences, c'est pas moi qui ai la responsabilité de remplir la salle. Ouais. Et du coup, j'ai juste à annoncer ma venue en tant que speaker. Et après, c'est l'organisation qui a le rôle de remplir. Nous, souvent, on pousse l'événement aussi. Donc, quand tu publies, c'est aussi pour amener plus de monde. Mais donc, je vais faire 1 ou 2 posts. Mais tu vois, ça s'arrête là et je peux communiquer sur d'autres choses. Ouais, ok. Non, mais c'est une vraie problématique aussi pour les gens. C'est, je veux faire un truc, mais en fait, j'ai d'autres choses. Et en fait, tu vois, et j'ai l'impression quand même dans ce que tu m'as dit pour les conférences que tu faisais seul, c'est qu'à un moment donné, tu fais pas un post le mardi là-dessus, puis 2 autres posts, c'est qu'à un moment donné, c'est ça le focus. Ouais. Et oui, je pense que c'est hyper important d'utiliser ta bande passante marketing pour un truc, parce que sinon, en fait, les gens, c'est pas en un post qu'ils vont passer à l'action et acheter. Donc, il faut vraiment qu'ils soient exposés au message pendant longtemps et qu'il y ait une forme de cohérence aussi dans le contenu. Tu vois, si un jour tu leur parles de A, le jour tu leur parles de B, de C, etc., ils vont pas faire l'action que toi est la plus importante pour toi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui viennent à ta conférence. Donc, tu peux te fixer genre 2 semaines avant la conférence, et la période de lancement, et là, je bombarde sur ce sujet-là. On bourrine là-dessus. On bourrine. Et qu'est-ce que ça apporte, du coup, d'avoir marqué conférencière sur un profil, sur son profil LinkedIn? Ouais, je pense que déjà, t'as un côté, ok, maintenant j'assume, tu vois. C'est pas, avant, c'était un peu, je fais ça, et je donne aussi quelques conférences comme ça, et maintenant, c'était un peu assumer... que je suis légitime, tu vois, de m'appeler comme ça, et aussi de montrer au monde, tu vois, c'est un enjeu aussi de positionnement, tu vois, que ce soit clair que je fais ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé à le faire, c'est Ulysse Lubin, on avait discuté ensemble, et lui, il m'avait dit que le jour où il a écrit Explorateur, c'était un moment où il était un peu au début de ses explorations, etc. Donc, il avait peut-être un peu un syndrome d'imposteur de dire explorateur par rapport à des mycorns ou quoi, mais il s'est dit, tu sais quoi, si je veux être perçu comme un explorateur, il faut déjà que je me présente comme ça, et c'est ça aussi le personal branding, c'est comment je veux être perçue, et moi je veux être perçue comme une conférencière. Donc je pense que ça a déjà changé ma posture, et je pense que ça, dans la tête des gens, ça clarifie aussi ce que je fais, et je pense que ça fluidifie aussi les opportunités que tu peux avoir si tu l'énonces clairement. Et j'en ai fait après derrière l'objectif principal de ma page LinkedIn, tu vois, c'était que même si j'étais à Ramène ta fraise pendant presque un an, l'objectif c'était pas d'avoir des leads sur Ramène ta fraise, c'était en fait d'avoir des leads sur mes conférences. Ouais. Et Nina, c'est elle qui, sur son profil à elle, enfin tu vois, elle avait un tunnel de vente sur son profil. Aujourd'hui, les objectifs ils changent, donc maintenant j'ai un peu rechangé, mais ouais, ça t'aide à gagner en clarté, tu vois, et en confiance, je pense. Ouais, ok, donc tu t'as non seulement mis conférencière, mais en fait c'était le but, le message principal. Ouais. Et le positionnement principal sur ton profil LinkedIn, par exemple. C'est ça. Je voulais que ça m'amène ça. Quitte à y aller, autant y aller à fond, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, moi, j'avais déjà mes clientes en coaching, en personal branding, puisque c'est Nina qui remplit le bootcamp, et moi, j'étais coach à l'intérieur presque à temps plein. Donc, j'avais pas d'enjeu, en fait, de trouver des clients. Ouais. J'avais juste envie d'avoir de nouvelles conférences. Donc, je me suis dit, c'est bien d'avoir un objectif clair. Et je suis sûr que ça te crédibilise, en fait. Enfin, quand je réfléchis. En fait... en tant que même coach en personal branding, être conférencière, prendre la parole, etc., je suis certain que c'est... Oui, ça va peut-être pas te ramener des clients directement de te positionner en tant que conférencière, mais en fait, je suis sûr que ça te crédibilise auprès des potentiels clients. Oui, c'est clair. Parce que du coup, tu as cette image aussi de virtuel, dire que ouais, c'est une forme de crédibilité, ouais, c'est clair. Et ok, et si, pour récapituler, pour juste ceux auditrices, auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient se lancer, les quelques étapes pour lancer sa première conférence, peut-être que je vais dire une bêtise, c'est ce que j'ai bien retenu.
En gros, tu identifies un sujet qui te plaît. Ouais. Par exemple, oser réaliser vos rêves. Tu identifies le sujet, tu creuses un tout petit peu quand même suffisamment pour avoir une description de ce que sera la conférence. Tu réserves une salle, il faut un lieu physique, si tu veux faire une conférence physique. Donc ça coûte un peu d'argent. Tu crées une billetterie, par exemple, sur Eventbrite, qui permet de créer un système de billetterie. Tu fixes un prix et ensuite tu communiques dessus. Tu crées une petite campagne où tu fais plein de posts là-dessus. Pendant, si toi tu étais actif sur LinkedIn, LinkedIn Insta, 15 jours où tu fais un post par jour. Et ensuite, une fois que tu sais que tu as vendu la conférence, tu la crées, quoi. Donc c'est un peu pendant la com. Ouais. C'est ça les étapes. Ouais, en tout cas, c'est les étapes que j'ai suivies si tu veux organiser une conf seule. Et après, tu as un autre moyen, c'est aussi si tu veux donner une conférence en entreprise, là, l'approche, elle sera un peu différente, tu vois. Là, l'approche, elle sera plutôt, ok, déjà, il faut bien être au clair au départ sur le contenu. Parce que là, c'est... Enfin, quoique toujours pareil, je pense que t'es pas obligé d'avoir tout le contenu prêt. Par contre, il faut que le titre soit clair, que la promesse soit claire et que les bénéfices soient clairs aussi. Et ensuite, ça peut être aller démarcher des boîtes. Ok. Ou des écoles de commerce, ou en fait la cible qui t'intéresse pour peut-être après des accompagnements, etc. Et du coup, là, c'est pas la même approche, c'est une démarche plus commerciale et moins opérationnelle, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ton audience qui seront peut-être plus intéressés aussi par cette approche-là. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se déterre à louer des salles, etc. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai aussi envie d'en parler. C'est qu'en fait, si tu veux faire une conférence d'entreprise, l'important, c'est... déjà de bien savoir, d'être au clair sur les bénéfices, d'identifier un peu les buyers persona dans les entreprises. En fait, selon toi, ton expertise, qui va t'acheter la conférence, de bien présenter les bénéfices de ton approche selon les enjeux de la personne et les enjeux de la boîte. Exactement comme en marketing, tu vois, tu réponds à un besoin. La conférence, c'est rien d'autre qu'un service qui répond à un besoin. Donc, je sais pas, moi, si tu vends une conférence sur comment vendre plus, tu vas identifier dans telle boîte, voilà, c'est une boîte les profils techniques, ils ont des problèmes en vente, moi, je vais leur vendre parce qu'ils ont un problème que j'ai identifié. Donc, voilà, vraiment arriver avec cette approche marketing, je pense. Et ensuite, tu peux se prospecter, tu peux solliciter ton réseau aussi. Comme j'ai fait au début, ça m'a énormément aidé ton réseau qui te recommande. Tu peux passer aussi par des agences de conférenciers. Il y a pas mal d'agences qui recensent des profils de conférenciers et ensuite qui te mettent en relation avec les entreprises. Moi, j'ai pas vraiment eu de lead via les agences. C'est pas ce qui a le mieux marché pour moi, mais je sais qu'il y a pas mal d'autres personnes qui le font. Donc voilà un peu. Pardon, je dis il y a une agence qui m'a aidée. Enfin voilà un petit peu pour parler du côté entreprise aussi. Ouais, parce que merci d'en parler parce que entreprise, du coup, là pour le coup, moi je me dis qu'il y a plus une barrière à l'entrée de si t'es pas expert ou si t'as pas réalisé un truc, soit un truc incroyable d'aventurier, soit un super documentaire sur le futur du travail comme Samuel Durand, soit que t'es méga expert par exemple en vente. J'ai l'impression que là c'est plus compliqué, non? Alors, non, enfin tu vois, je me dis là pourquoi une entreprise irait prendre quelqu'un. Enfin, ça m'a l'air d'être plus chaud, non? Je sais pas. Alors. En effet, je comprends ce que tu veux dire. Dans les conférenciers, tu as un peu les conférenciers motivational speakers. Donc, eux, ils ont un parcours de ouf. Souvent, ils sont champions olympiques ou trucs comme ça. Donc, ils ont traversé la Manche à la voilà, nage. Exactement. Ils sont... Ouais, tu vois. Donc, tu as ce côté où... Un peu comme dans les speakers TEDx où je me disais, oulala, mais moi, j'ai pas du tout ce profil-là, donc je me reconnais pas. Et encore, pas forcément. Enfin, je pense que c'est aussi une grande limitante. Il y a pas mal de motivational speakers qui n'ont pas forcément fait des records du monde. Par exemple, il y a Laura Le Sueur, que j'ai invitée sur mon podcast. Elle est hyper inspirante, elle est motivational speaker et elle est pas championne olympique, mais tu vois, elle a un message qui parle. Elle a quand même une carrière très impressionnante en commerce, etc. Mais tu vois, je pense que c'est aussi des barrières limitantes qu'on se met. Mais ensuite, sur le côté expertise, je pense que c'est important, oui, d'avoir une certaine crédibilité, soit que tu peux appuyer par un livre, soit par d'expérience que tu as. Et après, je pense pas que pour intervenir en entreprise, tu as forcément besoin d'avoir, tu vois, un documentaire ou un livre. Je pense que ça aide énormément ce côté-là, parce que ça prouve un peu ta méthode, tu vois. Ça montre que tu as suffisamment étudié un sujet pour l'avoir formalisé, en avoir créé une méthode. Et en effet, il y a par exemple Christine Morley qui a écrit un livre qui s'appelle La boîte à outils du conférencier, que je vous recommande du coup pour toutes les personnes qui écouteront ce podcast et qui veulent se lancer. Et elle dit qu'un peu le triangle d'or du conférencier, c'est quand même d'avoir écrit son bouquin. Mais aujourd'hui, tu peux écrire un bouquin en auto-édition sur Amazon. Et tu peux demander à ChatGPT. Voilà. Donc en fait, tu vois, si c'est ça un peu le ticket, tu peux aussi avoir ce moyen-là. J'avoue que le côté entreprise, moi, je l'ai moins exploré parce que j'intervenais plutôt dans des événements pour entrepreneurs.
Mais je pense que quand tu as le réseau, soit par les agences ou soit que toi-même tu vas démarcher des boîtes, si tu arrives à montrer que ton expertise répond à un besoin, Ouais. tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir Ouais, ok. Et d'être tu vas champion mettre un olympique. coup de boost sur les équipes, sur cette expertise-là, quoi. Exactement, mais toi, typiquement, sur l'expertise en personal branding, il y a plein de boîtes qui vont chercher à ce que leurs salariés prennent la parole. Tu vois, maintenant, on parle beaucoup Ouais. d'employee advocacy, etc. Donc, tu pourrais très bien donner une conférence là-dedans. Tu pourrais très bien donner une conférence à des sales sur comment utiliser LinkedIn. Enfin, en fait, les gens cherchent avant tout une expertise technique, tu vois, aussi, enfin, un contenu, une valeur ajoutée, aussi une personnalité, bien sûr, tu vois, c'est pas que le contenu, c'est aussi comment tu vas le délivrer, mais si tu arrives à montrer la valeur que tu peux apporter, tu as toute ta place en entreprise. Mais alors, c'est quoi la différence entre une conférence et une masterclass? Parce que tu vois, moi, si je vais en entreprise pour raconter un peu ce que c'est le personal branding, parler de comment on fait, et puis il y a peut-être un petit exo pour que tout le monde s'y mette, tu vois, je me dis, mais c'est pas une conférence, quoi, c'est un peu un cours slash masterclass slash formation, tu vois. Est-ce que pour toi, il y a une frontière, enfin, il y a une différence ou pas? Moi, je fais pas trop de différence parce que si tu vas donner une conférence en entreprise, en fait, tu as les conférenciers qui sont plutôt inspirants. Et donc, du coup, eux, leur conférence, c'est pas du tout du contenu technique, c'est plutôt une mise en scène, un travail aussi sur comment les gens vont se sentir. Tu vas travailler avec la lumière, tu vas travailler avec des accessoires, etc. Mais par contre, par exemple, je pense à Caroline Mignot. Pour moi, toutes ces conférences, c'est des masterclass. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contenu à forte valeur ajoutée qu'en fait, c'est aussi riche en contenu, en expertise que ce que tu pourrais trouver sur un format atelier, tu vois. Ouais. Donc, je fais pas une frontière hyper délimitée. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut penser, mais en tout cas, ouais. Ouais, non, mais c'était vraiment une question honnête par pure curiosité. Je savais pas si dans ce monde-là, il y avait vraiment des. Ah mais non, toi, c'est pas une conférence, c'est une. Ouais, C'est une après, la masterclass, différence, c'est peut-être entre une conférence et une formation, tu vois. Ouais, Je pense ça, c'est une bonne question, quelle est la différence entre les deux. Je pense que formation, déjà, en général, c'est dans des plus petits cercles, c'est un objectif plus pédagogique, tu vas avoir plus de passage à l'action, tu vois, ça va être peut-être un peu plus en mode atelier, activité, etc. Alors que la conférence, t'as quand même un côté plus travaillé, pas spectacle, mais tu vois, plus inspirant aussi, surtout quand tu vas en entreprise, tu cherches aussi ce côté, pas que expertise, mais comment tu vas ouais. travailler sur la forme pour que ce Ouais. soit stimulant, que les gens soient actifs, qu'ils retiennent, etc. Voilà, je pense que c'est un peu la distinction. Ouais. Ah, super intéressant. Ouais, au niveau du prix, du coup, ouais, quand t'es solo, c'est toi-même qui fixe ton prix. Et après, quand tu vas vers des entreprises, c'est de la négo, quoi. C'est Ouais, combien tu te vends, combien tu te vends ouais, à c'est l'heure. ça. Combien tu peux vendre Enfin, le modèle de l'entreprise, c'est tu vends une conférence, une sorte de package, ou c'est à l'heure. Enfin, ça fonctionne comment, tu vois? Ouais, en fait, le mieux pour un conférencier, c'est de vendre un package, c'est de vendre une conférence plus des ateliers derrière, tu vois. Parce Ok. qu'en fait, même pour eux, c'est plus intéressant parce que la conférence t'expose une méthode, t'expose une façon de penser, mais en fait, une conférence ne suffit pas pour changer des choses dans ta boîte. Tu as besoin aussi de peut-être plus d'accompagnement des équipes. Ok. Ah, Vu que tu intéressant. exposes une nouvelle méthode, tu as forcément de la résistance au changement. Toi, demain, tu vas donner une conférence sur le personal branding. C'est pas en une heure que les gens ils vont être capables de dire ok, je poste avec des résultats, tu vois. Donc, tu vois, tu peux vendre par exemple et la conférence sur le personal branding et l'atelier, je sais pas moi, 4 ateliers de 2 heures étalés Ouais. sur une période pour ensuite passer à l'action et vraiment comprendre, lever les blocages, etc. Et du coup, tu me disais combien tu peux te vendre. Ce qu'elle dit, Christine Morley, dans son livre, c'est que les conférenciers débutants, c'est à partir de 1002-1005 que tu peux donner une conférence. Et après, les conférenciers experts, ça peut aller jusqu'à 5000. Ouais, ok. Non, mais c'est bien Sans, d'avoir des idées de fourchette de prix. fourchette de prix, ouais. 1002-1005 quand tu débutes pour donner une Ouais. conférence. Ouais, à peu près. Enfin, c'est une heure. Je sais pas s'il y a un cadre Ouais, précis. 1 ou 2 heures en général. Ok, ok. Et le combo, d'accord. En fait, conférence atelier, bah, c'est un peu ça. C'est le combo conférence formation, quoi. Après, on s'y met, quoi. Exactement. En fait, Et ça va bien ensemble. Déjà c'est super cool parce que la boîte, elle t'a vu en conférence, donc elle te connaît, donc elle a plus confiance. Et en plus, ça augmente le package, tu vois. Donc moi, j'ai une cliente qui a fait ça. Elle a vendu la conférence d'abord. Et ensuite, elle a vendu les ateliers. Et c'est la meilleure manière de faire, je pense. Ok, ouais, super intéressant. Je savais même pas que, tu vois, que c'était une pratique ou que c'est un truc qui se Ouais, faisait. ouais, mais c'est un ouais, truc c'est cool. commun. Et d'ailleurs, je regardais un peu des masterminds de conférenciers, comment ils les préparent et tout, et ils leur font dire, bah, ok, t'as ta conférence signature, et derrière, prépare-toi à vendre quelque chose derrière, tu vois, c'est comme un upsell, en fait. Ouais. Tu vends pas que ta conférence, vends quelque chose plus actionnable derrière, quoi. Ouais, non, ce serait dommage de faire qu'un one shot. Ouais, exactement. Et non, mais super. Bah, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de conférences, mais t'es coach en. Merci beaucoup, hein, d'ailleurs, pour tout ce que tu dis. Enfin, pour toi, du coup, ça doit te paraître évident. Mais moi, j'apprends plein de trucs, en fait. Enfin, je connais rien à comment on fait.
c'est quoi les blocages, c'est quoi les prix, enfin... Donc, trop cool. Moi, ça me permet de découvrir plein de trucs et je suis sûr que les gens qui écoutent aussi. Et bah, le sujet là Enfin, toi, t'es coach en personal branding comme moi. Le sujet de ce podcast, c'est aussi le personal branding. La conférence, c'est un super levier. Mais ça fait du coup partie d'un tout qui fait que toi, t'as une super marque personnelle. Et je voulais juste te poser 2-3 questions là-dessus. Du coup, juste... si on prend un peu de recul, pour toi, c'est quoi le personal branding et pourquoi c'est important, tu vois? Alors pour moi, le personal branding, c'est déjà choisir comment tu vas te présenter de manière à atteindre tes objectifs business et aussi à attirer des personnes qui sont alignées avec tes valeurs. Je pense que c'est un des gros bénéfices aussi du personal branding, c'est en fait de te dire que de la manière dont tu communiques, de ce que tu dégages, tu vas aussi attirer des personnes non seulement qui ont ces problèmes-là, mais aussi qui ont une façon de penser que tu apprécies. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça l'avantage du personal branding. Et c'est aussi une manière d'attirer des choses à soi. Parce que je trouve que quand tu vois, tu as la méthode pour vendre, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux décrocher ton téléphone, sortir ton annuaire et appeler des gens, etc. Et là, c'est une autre approche en fait, de la vente, parce qu'en fait, c'est quand même de la vente d'une certaine manière. Tu vas quand même vendre ton expertise, tu vas quand même vendre la qualité de ce que tu fais, tu vas vendre ta marque, en fait, mais dans une approche où c'est quand même un peu inverser la relation, tu vois. C'est quand même toi qui vas te présenter et la personne va venir vers toi, même si on verra que c'est pas un truc passif totalement non plus. Mais je pense que pour toutes les personnes aussi, il y a beaucoup de gens qui détestent les prospections, qui aiment pas faire du sales dur, se prendre tout le temps des bâches, etc. Ça permet aussi d'amener du lead et de créer un pipe aussi commercial via juste le fait de poster, tu vois, de prendre la parole. Donc voilà comment je définirais un peu le personal branding. Merci. Je suis complètement aligné. Et toi, c'est quoi ton objectif avec ton personal branding à toi? Ouais. Et du coup, pendant 1 ou 2 ans, là, ça a été vraiment full conférence. Donc voilà, soit remplir mes conférences seule, soit que je me fasse remarquer par des boîtes ou des événements d'entrepreneurs ou des assos pour donner des conférences. Et là, la future direction de mon personal branding, c'est que... je sais pas si je peux déjà en parler. Ah. Bon, on verra. mais ouais, ce serait plutôt aussi de prendre la parole sur Ramène ta fraise et de vraiment aussi porter le message. Et donc, du coup, que aussi, moi, ramener du trafic pour Ramène ta fraise, tu vois, dans des accompagnements, dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, on rappelle, pour ceux qui nous écoutent, Ramène ta fraise, c'est l'entreprise pour laquelle tu bosses en ce moment, qui a été fondée par Nina Ramen. Et donc, après, c'est logique. C'est peut-être tu vas plus prioriser, du coup, l'entreprise pour laquelle tu bosses en ce moment par rapport aux conférences avant. Et, ok. Et donc, un seul focus à la fois. Ouais, je trouve que c'est important, en tout cas, de te dire quel est ton objectif principal. Après, c'est pas un cap général, tu vois, mais pour moi, c'était important quand même de clarifier mon profil, sachant que j'avais pas d'enjeu d'acquisition sur une thématique, tu vois. Et ouais, mais je pense que c'est le truc le plus efficace, en fait. Enfin, c'est le problème des multipotentiels ou des gens qui font plein de trucs. C'est qu'en fait, moi, parfois, j'ai des clients comme ça, c'est que en fait, oui, tu fais tout ça, mais en fait, c'est autant de portes d'entrée pour te connaître, mais en fait, il y a un moment, il faut qu'il y ait la grande porte d'entrée, tu vois. Ouais, ça, parce que les gens, faut aider les gens, faut les prendre par la main, et je crois que c'était, j'avais lu que c'était, tu sais, Caroline Jurado, qui je crois est une bonne pote de Nina Ramen, d'après ce que j'ai compris. Elle faisait du coaching sales avant. Enfin, elle avait une autre activité. Elle avait un truc en closing, Et je crois qu'elle avait raconté, et elle avait lancé sa newsletter Les Cryptos de Caro, elle parle de crypto. Et je crois qu'au début, elle se positionnait sur les deux en même temps. Et je crois que c'est le jour où elle a tout mis sur les cryptos que ça a explosé. Que ça fait x10 pour elle en termes de visibilité, parce que du coup, il y avait une porte d'entrée évidente et pas plusieurs, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a plein d'exemples comme ça de gens qui un jour ont décidé non, en fait je mets ce truc et je fais super bien ça aussi, mais en fait j'ai une porte d'entrée évidente et donc les gens vont m'appeler pour ça et je vais devenir mémorable pour ça, quoi. Ouais, je pense que c'est hyper important de se demander
ok, dans mon business, quelle doit être la porte d'entrée, tu vois, qu'est-ce qui fait que quand les gens arrivent par cette porte, ils ont envie de continuer après. Et par exemple, on a fait ce travail avec une cliente, elle était consultante, coach, elle est artiste, elle a fait plein de trucs, et en fait, je lui ai dit, bah ok, quel est le truc où tu sais que si tu arrives à vendre ça, derrière, ça suit. Et elle me dit, bah en fait, quand je donne des conférences, c'est dans des boîtes, avec des dirigeants, etc., et je sais que derrière, on va m'acheter des ateliers, on va m'acheter des séances de consulting et tout. Je suis, bah voilà, c'est pas parfait. Vends-toi vraiment principalement comme conférencière, mets tout le focus sur ça, poste des photos de toi avec des micros à la main, associe conférence que c'est ton activité, et ensuite derrière t'as ton tunnel. Mais en fait, si tu sais de communiquer sur tout ça à la fois, dans la tête des gens, du coup c'est pas du tout clair ce que tu fais. Ouais, parce qu'on est sur un business, des stratégies c'est des humains en face, donc c'est de la mémorisation et de la répétition, quoi. Et il y a un moment, c'est mathématique. Et toi, actuellement, pour atteindre cet objectif, bah là, tu vas peut-être changer d'objectif sur ton personal branding, mais quelle est ta stratégie? Et la question sous-jacente, c'est quoi ton levier le plus puissant, quoi? En fait, moi, je pense que le levier le plus puissant que j'ai, c'est mon réseau physique qui est tout le temps exposé à ce que je fais sur LinkedIn. En fait, je pense que souvent dans le personal branding, on a tendance un peu à oublier le réseau. On voit que le côté publié, etc. Alors qu'en fait, pour moi, le plus gros avantage du personal branding, c'est qu'en fait, tu vas exposer ce que tu fais à un réseau qui te connaît déjà, tout en ajoutant un nouveau réseau qui te connaît, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment tu vois, par exemple, les clientes sur lesquelles aussi on voit beaucoup de résultats très vite, c'est en fait des clientes qui ont un très bon réseau de leur vie précédente. Par exemple, voilà, c'était cadres, dirigeantes, etc. Elles ont quitté leur job, elles sont lancées en indépendantes, mais du coup, sur LinkedIn, elles ont gardé tout cet ancien réseau. Ouais. Et du coup, le jour où elles postent sur LinkedIn et qu'elles annoncent à leur ancien réseau, voilà ce que je fais, en fait, c'est hyper puissant. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier dans une stratégie de personal branding que les gens qui suivent, c'est avant tout un réseau. D'où l'importance aussi de ne pas simplement poster, mais d'aller créer du lien avec des gens, de créer des conversations, de créer des discussions, de bien comprendre l'humain derrière, quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs douleurs, etc. Et ensuite, que ta com, ça reflète tout ça, tu vois. Mais tu vois, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que je trouve qu'il y a un truc complètement sous-estimé, et c'est souvent le cas, moi aussi, je partage avec les clients que j'accompagne. C'est le réseau dormant, c'est-à-dire que quand tu vas te mettre à poster sur LinkedIn, mais que tu as fait potentiellement plein de trucs avant, que tu as déjà un réseau installé, mais juste que tu postais pas, en fait, le fait de te mettre à poster et de montrer sa tête, je pense que c'est important au début. Moi aussi, je suis d'accord. Souvent, je les pousse un peu parce qu'au début, personne ne veut se montrer, mais en fait, logiquement, tu as tout un réseau qui était dormant, qui est là, qui est le réseau de la vie réelle, qui va te voir et qui va dire « Ah, lui, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, il fait ça et tout. » Il est devenu quoi? Et en fait, ça appelle, c'est humain, ça appelle à l'engagement, ça appelle... Et souvent, les gens que j'accompagne, avec qui on fait ça, mais ils croient pas à leurs yeux, quoi. Ils disent « Ah, mais c'est ouf, j'ai eu plein de messages, etc. » Bah oui, t'avais déjà un réseau qui était là, et avant d'aller chercher de nouvelles personnes, réactive le réseau que t'as... Ouais, réactive ton premier cercle, réactive le réseau que t'as déjà en physique, réactive ton réseau dormant, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un levier sous-estimé, de ouf. Et ok, et donc c'est cool que tu dis ça, c'est marrant, ça fait écho à un des premiers épisodes que j'avais fait ici dans le studio, c'était avec Ruben Tayeb, et il disait, en fait, la meilleure stratégie pour exploser sur LinkedIn, c'est sors de chez toi, va en soirée, quoi. Mais c'est la vérité, en fait. En vrai, personne... on pourrait croire que le truc est que online, personal branding, c'est digital, c'est in the air, je sais pas où, mais en fait, c'est du réel, quoi. Ouais, moi, j'y crois pas, sauf si t'es Anthony Bourbon et que t'es passé sur M6 et que du coup, t'es aussi très visible dès que les gens te connaissent, donc voilà. Mais pour nous qui sont pas passés à la télé, pour moi, LinkedIn, ça se couple vraiment avec du réseau. Et tu vois, moi, j'ai donné aussi beaucoup de conférences sur le réseau parce que je trouve que c'est hyper lié, tu vois. Moi, au début sur LinkedIn, je passais mon temps à être en appel, à faire des cafés visio avec des gens, à aller à des événements, etc. Et mon réseau LinkedIn, c'est aussi construit parce que je construisais mon réseau en physique, tu vois. Les deux se sont alimentés. Ah mais 100% d'accord. Et tu vois, j'habite plus sur Paris, donc je fais peu d'événements, mais à chaque fois que je fais un événement, je rencontre quelqu'un que je retrouve sur le podcast. C'est ouf, ça marche. Je trouve que c'est bien plus efficace au final que le réseau online. Pas possible de construire que du online, quoi. Ouais, parce que c'est plus froid, en fait. Les gens ne te connaissent pas. Ils ont vu un post de toi, ils aiment bien, ils s'abonnent, mais c'est pas la même chose que quand ils t'ont rencontré en vrai et tout. Ouais, c'est clair. Et puis, tout le monde connaît quelqu'un, donc ça sert aussi de voir les gens en vrai. Mais toi, si je reviens du coup sur ta stratégie, tout à l'heure, tu disais que tu faisais un post par jour pour, par exemple, quand tu voulais vendre une conférence. Aujourd'hui, comment, en termes d'orga, comment tu gères tes réseaux sociaux, tu vois? C'est quoi le rythme? Combien de temps ça te prend, tu vois, c'était ok d'en parler pour savoir un peu le taf qu'il y a derrière. Ouais, bien sûr. Tu veux que sur LinkedIn?
Bon, on peut, Ouais, bah, ouais, moi, on peut faire global, ok. hein. On peut faire global, ouais. Bah, Parce que t'as quand même un podcast, ouais, t'as beaucoup de... ouais, moi sur LinkedIn, je poste 3 fois par semaine. Ok. Je... J'ai défini mes sujets en avance, donc je me dis, ok, de quoi je veux parler cette semaine? Quels sont, en fait, déjà, je me dis, ok, est-ce que j'ai des événements auxquels je participe, que je dois annoncer? Beaucoup de ma com, enfin, beaucoup de mes idées de poste viennent aussi de mes actualités, tu vois. Et Ça, c'est- et c'est c'est- le premier axe, c'est en fait de pas chercher Je des suis idées, mais juste d'accord. raconter ce que tu fais au quotidien. Que ce soit, en fait, tu es avec un client et tu as partagé cette problématique, bah, tu vas raconter ça sur LinkedIn, tu en feras un post. Moi, du coup, quand j'ai une conférence, ça m'en fait un post, etc. Donc voilà, je me demande quelles sont mes priorités. Est-ce que je suis passée sur un podcast? Je vais communiquer. Et ensuite, du coup, j'ai déjà au quotidien, j'ai un fichier dans mes notes. Moi, j'ai une organisation très simple et minimaliste parce que je suis pas. Élise, avec qui on bosse à Rameta Fraise, elle est à fond Notion, c'est hyper carré, calendrier édito et tout. Moi, c'est vraiment simple. Donc, j'ai un fichier qui s'appelle Note LinkedIn, Post LinkedIn, il y a 500 notes dedans. Où là, dès que j'ai une idée, je la stocke ici. Ensuite, chaque vendredi, admettons, je me dis, ok, la semaine qui arrive, j'ai 3 posts à sortir, de quoi je dois parler, et si j'ai pas une actu, bah, je vais un peu piocher dans mon pipe d'idées, D'idées, ouais. ce que j'ai envie de raconter. Et moi, je suis une fille aussi, j'aime pas, comment dire, j'ai besoin de me sentir dans un mood pour poster Ouais, je suis certains d'accord. contenus, tu vois. Nina, par exemple, elle peut écrire un mois de contenu et tout programmer Et d'un dans un coup. mois, c'est ok, quoi. Ouais, et elle s'en fout de ça, mais moi, je sais pas, j'ai un peu un côté. Ça sert à rien, hein, mais j'aime bien me sentir dans une énergie où à ce moment-là, j'ai envie de dire ça. Et donc, du coup, je choisis comme ça. En général, ce que je fais, c'est que pour ce post-là, j'écris l'accroche, la conclusion et en gros des notes. Et je le rédige pas forcément, je le rédige en général genre 30 minutes avant de le poster. Et maintenant, j'essaye plus de programmer quand même pour que ça m'enlève, mais franchement, la plupart du temps, je les programme pas. C'est des posts. Je sais, en fait, mon post, je sais qu'il est prêt quand j'ai le message de fin, tu vois. Le plus important pour moi, c'est en fait, est-ce que je sais où je veux en venir? Je sais quelle idée je veux faire passer. Une fois que j'ai ça, après le reste, ça déroule. Et du coup, après, en termes de stratégie, ça dépend de mes objectifs du moment. Si c'est des conférences, ça va être beaucoup de communiquer sur des conférences précédentes, de faire des posts un peu beau fou sur mon expertise, sur un sujet sur lequel j'ai envie de donner des conférences. Voilà, par exemple, j'avais des conférences sur le réseau pour les étudiants. Et j'ai fait pas mal de posts sur ce sujet-là, parce que dans mon réseau, j'ai énormément de directeurs d'école, etc. Donc je sais que ça va attirer leur attention. Mes posts aux Irels et vos rêves aussi... pour les remplir les confs, des posts plus sur entrepreneuriat féminin, syndrome de l'imposteur, ça m'a amené des confs sur des tables rondes sur l'entrepreneuriat, là la conférence que j'ai donnée il y a une semaine aussi. Donc voilà, c'est un peu faire des posts sur ton expertise, montrer ce que tu sais pour attirer en fait d'autres opportunités comme ça dans ton réseau, et puis alterner ça à des posts très expertise avec des posts sur plus qui tu es en fait. Ouais. Tu vois, j'avais fait un post sur le fait que je suis roumaine et du coup les clichés sur les Roumains. J'ai fait des posts sur l'hypersensibilité, donc ça c'est vraiment les posts qui vont exploser, que je fais moins souvent parce que j'ai pas envie d'avoir un réseau où il y a de tout. Mais c'est des posts qui sont hyper importants en fait, parce que si tu fais que des posts, ça je t'apprends rien, mais du coup pour les personnes, Ah, mais on parle pour tout le monde ouais, aussi, mais ça. même moi j'aime bien avoir. Mais du coup, ouais, si tu fais que des posts expertise, en fait, tu vas tout le temps tourner autour des mêmes personnes. Et donc, Ouais. quand tu fais des posts qui parlent d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, les gens, ça peut paraître un peu déroutant parce que tu te dis, mais attends, mais c'est pas... Déjà, soit ils vont dire c'est pas pro, soit ils vont dire ça n'a rien à faire sur LinkedIn, soit ils vont dire mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais, certes, mais en fait, ça t'expose à un nouveau cercle. Et donc, c'est un peu comme si tu prenais un coup d'air frais dans ton réseau LinkedIn, tu vas faire découvrir ton compte par des nouvelles personnes, donc tu vas avoir une forte découvrabilité. Et en plus, tu vas toucher les gens sur une autre facette de toi que juste ton métier, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de créer de l'émotionnel avec quelqu'un sur le fait que je dis « Ah, je suis roumaine, toi aussi », ou que je te dise « Je suis coach en personal branding », tu vois. C'est clair. Pareil, c'est beaucoup plus facile de créer un attachement à quelqu'un si tu te dis « Ah, je suis hypersensible, j'ai vécu ça, je pleure tout le temps et tout », que juste sur l'expertise. Et donc, pour moi, voilà, c'est aussi un moyen de te montrer comme plus humain, tu vois, montrer qui tu es. C'est aussi quand tu montres qui tu es que tu vas attirer des clients qui sont plus alignés derrière dans ton activité, tu vois. Donc pour moi, ces posts sont hyper importants. Je les fais moins souvent, mais déjà, c'est les posts les plus libérateurs. Franchement, c'est ceux qui me font le plus de bien à poster. J'ai aussi l'impression que c'est ceux qui ont le plus d'impact, parce que non seulement ils font plus de vues, mais en plus, j'ai l'impression que je viens toucher des choses plus profondes. Donc voilà, c'est une alternance entre ça. Et tout ça, ça te prend en pourcentage de ton temps. Ouais. C'est hyper dur. Ça te prend combien de temps, tu vois? En pourcentage, je n'aurais pas à te dire, mais je pense que ça me prend 3 à 4 heures par semaine. Ok.
Et en temps de... Là, tu parles de la production ou aussi sur LinkedIn? Parce qu'il y a un vrai sujet quand même. Hein. Sur LinkedIn, il faut interagir, il faut commenter. Ouais, Je trouve que c'est un aspirateur à temps quand même. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'arrive sur LinkedIn 20 minutes avant de poster, j'écris mon post, je publie, et ensuite, je reste 30-45 minutes, 1 heure idéalement. Quand j'ai rien d'urgent à faire, mais en général, c'est 30-45 minutes. Maintenant, avant, j'étais beaucoup plus... Au tout début, quand je démarrais, j'étais plus rigide sur ça. Ouais. Et pareil, maintenant, je prends moins le temps de commenter, d'aller faire de la modération, d'aller faire des routines d'engagement. On sait que ça marche bien, mais je le fais moins, parce que j'ai moins le temps. Donc déjà, maintenant, c'est juste répondre à mes MP. Déjà, si j'arrive à répondre à mes MP, c'est déjà pas mal. Ok, non, cool, parce que ça, c'est vraiment des trucs qui prennent du temps. Et après, je sais pas à quelle heure tu postes, mais moi, par exemple, j'aime pas poster le matin, donc je poste plutôt fin d'après-midi. Ouais, moi pareil, je poste pas à démarrer ma 17h. journée sur LinkedIn. Pareil, en fait, je trouve que c'est un aspirateur. En fait, c'est... tout ce qui est... tu sais, on sécrète de l'endorphine, je crois, plein de trucs... les notifs et tout, j'ai l'impression que moi, ça me vide d'un truc... moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour toute la journée, tout mon shot de... je sais pas comment on appelle ça, l'endorphine, ça va tout m'utiliser, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. T'es cramé après 1 heure LinkedIn le matin, terminé, quoi. Non, moi faut aller faire du sport pour recharger, sinon... Ouais, non, je commence ma journée par les tâches les plus importantes dans mon boulot, et LinkedIn, c'est vraiment la dernière chose que je fais dans ma journée, tu vois. Ok. Non, mais cool aussi d'entendre ça, parce qu'il y a un peu les légendes que c'est que le matin. Non. Et ok, mais en fait, je vois que le temps tourne. J'arrive sur les 2-3 dernières questions. Est-ce que tu pourrais partager une personne qui t'inspire? On a beaucoup parlé d'inspiration, de conférences. Voilà. Ouais, j'ai envie de dire Nina quand même, parce que tu vois, ça fait 1 an que je bosse avec elle, et elle m'inspire beaucoup en tant que dirigeante. Tu vois, toutes les remises en question qu'elle arrive à faire sur sa façon de voir le business. Mais moi, je pense que je la challengeais pas mal. Là, elle a fait un TikTok qui est parti viral sur le fait que, en fait, quand je suis arrivée dans la boîte, j'ai demandé à faire 3 jours de télétravail et pas 2. Et qu'en fait, elle, ça l'a bloquée, parce qu'elle se disait dans sa tête, non, en fait, 3, c'est un peu le moment où si t'es pas assez au bureau... tu seras moins engagée, etc. Et elle a fait péter ça. Pareil, mon salaire, au début, quand je suis arrivée, j'ai négocié mon salaire. Et au départ, elle n'était pas ouverte à ça. Et en fait, elle a switché. Enfin, c'est 2 exemples, mais je trouve que j'ai vraiment vu, depuis 1 an que je bosse avec elle, à quel point elle a cette capacité elle est très coachable, tu vois. Elle arrive vraiment à changer de mindset. Et du coup, elle m'inspire beaucoup pour ça. Elle m'inspire aussi pour sa capacité à fédérer, tu vois. Genre, à créer un mouvement autour de quelque chose, tu vois. C'est pas juste LinkedIn, c'est vraiment... c'est hyper fort. Tu te dis comment tu arrives à mobiliser 4000 femmes ou 5000 femmes qui vont réussir à prendre la parole sur un challenge. Et ça, je pense que ce qui fait, c'est aussi que elle a une vision un peu politique. Et c'est un peu... quand tu regardes les leaders, pourquoi ils arrivent à embarquer les gens, c'est un peu parce qu'ils ont un why, un pourquoi. Et du coup, elle, je trouve qu'elle a aussi une vision un peu politique du fait de prendre la parole sur LinkedIn. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qui embarque les gens. Et sa capacité aussi à dire des choses que personne n'ose dire, tu vois. Enfin, franchement, elle a fait plein de posts où plein de gens le pensent, mais en fait, c'est tellement mal vu dans la société de dire ça que, en fait, personne le dit, et du coup, ça crée un tabou généralisé, ou ça crée un mal-être de certaines personnes, etc. Et là, en fait, quand t'as quelqu'un qui ose le dire, tu te dis, mais merci d'en parler, tu vois. Donc moi, c'est sa capacité aussi à prendre la parole sur des sujets hyper clivants qui m'inspire beaucoup. J'ai pas encore toute la confiance pour prendre la parole sur les sujets sur lesquels elle prend la parole, mais je sais qu'en étant à son contact, je m'autorise beaucoup plus de choses. Donc ouais, Nina, Queen. Bel déclat. Et si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer un truc dans le monde, ça serait quoi? Je crois que c'est mon petit côté Robin des Bois qui m'a parlé, mais je pense que ce serait un gros côté sur, tu vois, redistribution de richesse. J'ai un gros problème, je pense. J'ai du mal à accepter qu'il y a des gens qui vivent dans une telle opulence et d'autres personnes qui ont à peine de quoi manger, qui sont en sous-nutrition, etc. Donc ce serait faire un gros reverse, tu vois, de faire passer On retourne le truc. Exactement, tu vois, qui est une vraie répartition des richesses, tu vois, redistribution des richesses, voilà. Et en plus, moi, il y a un truc qui me gêne aussi, c'est que c'est de plus en plus, c'est-à-dire que c'est de plus en plus extrême. Il y a de moins en moins de gens qui détiennent la moitié des richesses du monde. Enfin, l'écart se creuse, quoi. Exactement. Et en fait, tu dis, le niveau de pauvreté recule, d'extrême pauvreté recule, mais en fait, les inégalités explosent. Ouais. Et donc, en fait, les gens qui sont tout en haut du niveau de revenu, t'as une toute petite poignée qui se partage en énorme gâteau, quoi. Ouais, donc, pour moi, c'est dur à accepter. Pour moi, en fait, une société ne devrait pas accepter qu'il puisse y avoir de tels écarts de richesse, tu vois.
Magnifique coup de baguette magique. Ah, il y a peut-être une dimension politique qui arrive là. Tu parlais de moi, Et dernière question. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de t'envoyer un petit mot pour celles et ceux qui ont écouté jusqu'ici et qui voudraient LinkedIn, Julia Cantarajou, avec GIU à la fin. Et j'essaye de répondre. Je suis pas la meilleure pour répondre vite, mais avec plaisir si c'est des personnes qui viennent du podcast pour échanger. Je mettrai ton LinkedIn dans les notes de l'épisode. Et il me reste à te remercier. On remercie toutes les auditrices auditeurs qui sont encore là. Et merci beaucoup à toi, surtout Julia. Avec grand plaisir, c'était trop cool.